Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire. Je m'appelle Caroline Stens et je suis Account Manager pour les petites et les moyennes entreprises chez Securex. J'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette session aux côtés de notre experte juriste Diane. Nous sommes à l'aube de changements législatifs majeurs qui entreront en vigueur dès le 1er janvier 2026. Ces réformes auront un impact direct sur vos pratiques RH et de prévention. Notre objectif aujourd'hui, vous informer, vous inspirer et surtout vous inciter à passer à l'action. Pourquoi est-ce urgent? 2026, c'est demain. Les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement belge vont transformer en profondeur le quotidien des employeurs. Chez Securex, nous savons que ces changements peuvent être source de stress pour vous, mais aussi pour vos équipes. C'est pourquoi nous sommes là pour vous accompagner étape par étape. Nous allons aborder aujourd'hui 4 points, 4 mesures principales. Diane va pouvoir les parcourir avec vous plus en détail. Bonjour à tous. Commençons avec la prime de reprise au travail dont vous avez peut-être déjà entendu parler puisqu'elle a été introduite en réalité fin décembre 2022, mais de manière très discrète et surtout temporaire à l'époque. Pour rappel, si depuis le 1er avril 2023, vous avez engagé un travailleur ou un chômeur en incapacité de travail de longue durée, vous avez peut-être droit à cette prime. Pour que ce soit le cas, il y a plusieurs conditions à remplir. Tout d'abord, à partir du 1er avril 2023, comme je le disais, vous engagez ou remettez au travail par le biais d'une reprise progressive au travail un travailleur ou un chômeur de plus de 1 an. Le travailleur ne peut donc pas recommencer à travailler à temps plein directement. Ensuite, cette reprise progressive au travail ou d'un travail adapté se fait avec l'accord du médecin conseil de la mutualité du travailleur. Et enfin, vous gardez ce travailleur en service pendant au moins 3 mois. Si les 3 conditions précitées sont remplies, alors vous pouvez réclamer la prime qui s'élève à 1 725 € depuis le 1er janvier 2024. Elle était précédemment d'un montant de 1 000 €. Cela concerne tant les travailleurs sous CDI que sous CDD ou dans le cadre d'une formation en alternance, mais dans les 2 derniers cas, évidemment, avec une durée d'au moins 3 mois. La prime peut être demandée par le biais de la mutualité à laquelle le travailleur est affilié, au plus tôt 3 mois après 3 mois d'occupation. La demande doit être introduite de manière électronique et vous n'y avez droit qu'une seule fois par travailleur. La mutualité paye la prime au plus tard à la fin du 2e mois qui suit le mois durant lequel vous avez introduit une demande. C'est-à-dire, prenons un exemple, ce sera tout de suite plus clair. Vous demandez la prime maintenant en octobre 2025. La mutualité doit, dans ce cas, vous verser la prime au plus tard le 31 décembre 2025. De même, il y a une date limite d'introduction de la demande qui est fixée à 2 ans après le 3e mois au cours duquel le travail autorisé a été exercé. De nouveau, dans le cadre de mon exemple, vous voulez recevoir la prime pour un travailleur qui a repris en octobre 2025, et bien dans ce cas, vous devez alors la réclamer au plus tard le 31 décembre 2027. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette prime? Eh bien parce que initialement, la faculté de la demander était temporaire. Toutefois, le gouvernement Arizona vient de décider de prolonger cette mesure de manière permanente. Et cela a été confirmé dans la législation. Alors, passons maintenant au 2e point, celui sur la directive européenne sur la transparence salariale. Pour remettre un petit peu dans le contexte, le 10 mai 2023, le Parlement européen a donné le feu vert pour cette nouvelle directive dont le but est de lutter contre la discrimination salariale entre les hommes et les femmes. Dans les faits, la Belgique a jusque juin 2026 pour transposer le texte dans notre législation nationale, mais évidemment, n'attendons pas ce délai pour agir, il vaut mieux anticiper pour éviter d'être pris au dépourvu. Nous allons passer en revue le champ d'application de la directive, les principes et les enjeux évidemment que cela aura pour les employeurs belges.
Alors, tout d'abord, qui est visé par cette directive et en quoi est-ce que ces règles vont avoir un changement important? Eh bien, les nouvelles règles obligeront les employeurs à informer les demandeurs d'emploi qui postulent au sein d'une entreprise du salaire de départ ou de la fourchette de rémunération initiale des postes publiés, que ce soit dans l'avis de vacances ou avant l'entretien. Alors, un autre point assez important, à mon sens, de la directive, c'est le fait que les employeurs ne pourront plus non plus interroger les candidats sur l'historique de leur rémunération. On ne va pas se le cacher, c'est quand même une des questions premières qui est posée par les recruteurs. Alors, une fois en fonction, les travailleurs, soit ceux déjà en poste, soit les candidats qui auront postulé chez vous, eh bien, ces travailleurs auront le droit de demander à leur employeur des informations sur les niveaux moyens de rémunération ventilés par sexe pour les catégories de travailleurs accomplissant le même travail ou un travail de la même valeur. Ils pourront aussi demander des informations sur les critères utilisés pour déterminer la progression de la rémunération et de la carrière, qui doivent être objectifs et non sexistes. En effet, l'entreprise doit notamment communiquer sa politique salariale dans des rapports détaillés. La fréquence de publication d'un tel rapport et le moment où ce rapport va être attendu dépend de la taille de l'organisation. Vous voyez ici un tableau récapitulatif. Concrètement, les entreprises de plus de 250 travailleurs sont tenues de communiquer chaque année à l'autorité nationale compétente l'écart de rémunération. Et pour des organisations de plus petite taille, eh bien, cela va varier. Donc, par exemple, on aura une obligation de communication tous les 3 ans pour les entreprises de moins de 200 travailleurs. À noter que les organisations comptant moins de 100 travailleurs n'auront aucune obligation de communication, mais attention, la Belgique peut décider d'abaisser ce seuil à 50 salariés. Ça, ce sera un petit peu la petite surprise quand le législateur belge aura repris la main sur le sujet. Si le rapport révèle effectivement que l'écart de rémunération est supérieur à 5% sans que l'employeur puisse justifier objectivement la différence, alors il va falloir établir un plan d'action en collaboration avec les représentants des travailleurs. Notre conseil, eh bien, c'est de s'atteler dès aujourd'hui à une politique RH claire et transparente. Ceci pour 2 raisons. La première, c'est qu'une politique salariale claire engendre davantage de motivation au sein de l'entreprise. Et la deuxième, c'est que la directive va être transposée dans les mois qui viennent, donc autant anticiper. C'est une formidable occasion d'identifier de potentiels écarts de rémunération et de vérifier si cet écart se base sur des données objectives et statistiques. Et du coup, une fois qu'on fait le travail, eh bien, vous pourrez facilement reconnaître les différences salariales discriminatoires et vous y attaquer très rapidement. Pour vous aider, vous pouvez vous interroger sur les points suivants. Y a-t-il un processus de recrutement structuré avec des critères de sélection objectifs? Les nouveaux collaborateurs reçoivent-ils des informations claires lors de l'onboarding sur la politique de rémunération? Y a-t-il une politique salariale claire et documentée avec des échelles ou des fourchettes salariales liées au niveau de fonction avec des descriptions de fonctions à jour pour tous les rôles? Le cycle d'évaluation de la performance est-il documenté au sein de votre entreprise? Est-il transparent et lié à la rémunération? Les augmentations salariales et les bonus suivent-ils des critères et des procédures prédéfinis? Et enfin, un point important, les collaborateurs comprennent-ils comment leur salaire est construit? Les RH et les managers sont-ils formés à la communication sur les salaires? Alors, Securex peut évidemment vous aider. Securex Consult, par exemple, aide les clients pour toutes ces questions, que ce soit en ce qui concerne les conditions de recrutement, pour établir une classification, pour soutenir l'entreprise à avoir une structure salariale claire et une politique de rémunération. Mais notre département Securex Reporting aide aussi les clients dans ce cas-ci. Par exemple, dans l'établissement d'un rapport
à avoir déjà dans un premier temps pour avoir un aperçu de la situation à l'heure actuelle dans votre entreprise et évidemment dans l'établissement du rapport final imposé par la directive des 2027. N'hésitez vraiment pas à nous consulter pour toute question sur ce sujet. Alors, nous allons maintenant passer au point sur le budget mobilité. La situation actuelle est qu'il n'est pas obligatoire de proposer un budget mobilité. Pour le moment, l'octroi d'un tel budget est restrictif et je pense notamment au fait que l'on peut seulement le proposer aux travailleurs dont la fonction prévoit l'octroi d'une voiture de société depuis 36 mois. L'accord du gouvernement Arizona prévoyait, et je reprends ici le texte, l'accord prévoyait que le budget mobilité existant sera réformé pour devenir un budget mobilité pour tous. C'est une très bonne nouvelle par rapport à la situation actuelle dont je viens de vous parler. Ce sera déjà beaucoup plus facile. Cela partira de la mise à disposition par l'employeur d'un budget dans lequel la voiture ainsi que d'autres modes de transport sont des options de dépenses basées sur leur valeur réelle. De plus, le nouveau budget mobilité remplacera les régimes existants d'intervention de l'employeur dans les déplacements domicile-travail et privés de l'employé dans le but de simplifier le système actuel. Et je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que ce serait une excellente chose de simplifier le système actuel. Et par ailleurs, ce nouveau régime sera traité de manière parafiscale avantageuse pour assurer évidemment l'attractivité de ce nouveau système. Et enfin, l'accord de gouvernement dit le budget mobilité sera systématiquement proposé par les employeurs aux employés comme possibilité lorsque ceux-ci ont droit à une voiture de société. Donc on voit que la volonté du gouvernement est d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus accessible en fait que ce qui est prévu actuellement. Alors malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas encore de texte législatif qui vient implémenter en droit belge cette volonté du gouvernement, ce qui rend une entrée en vigueur du régime prévu, on aurait bien en tout cas aimé avoir le 1er janvier 2026, difficile. Selon les informations qui sont issues de la FEB, le ministre du Travail serait disposé à envisager un report des modifications du budget mobilité, soit en reportant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2027, soit en maintenant l'entrée en vigueur initialement prévue au 1er janvier 2026, mais en accordant aux employeurs un délai de 1 an pour se conformer aux nouvelles dispositions. Selon nos sources aussi, la possibilité d'exclure certaines fonctions du champ d'application du nouveau budget mobilité serait également envisagée. Attention, comme aucune communication officielle n'a encore été faite à ce jour, toutes ces informations sont à prendre avec prudence. Et donc, c'est affaire à suivre, mais chez Securex, nous surveillons évidemment l'évolution législative au quotidien. Et donc, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions, même déjà par rapport au système de budget mobilité existant. Passons maintenant au point relatif à l'état des lieux. Alors, le premier point, c'est l'augmentation de la contribution maximale de l'employeur dans les titres repas. Le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal qui augmente la contribution maximale de l'employeur dans les titres repas de 8 à 10 euros. Et donc, on va avoir cette augmentation qui va passer de 6,91 € à 8,91 € en ce qui concerne l'intervention de l'employeur. Et ce montant sera donc exonéré de cotisation ONSS. Cette augmentation, elle, ça on le sait, elle entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Et donc, à partir de cette date, des chèques repas d'une valeur maximale de 10 € et non plus 8 € pourront être attribués. Alors, pour le surplus, nous sommes actuellement dans l'attente de publication de textes officiels. Vous l'aurez compris, on est un peu entre deux chaises actuellement parce qu'on a ces volontés, on a cet accord de gouvernement, mais on attend que les textes législatifs
soient votées. Et on pense évidemment aux mesures relatives à l'absentéisme et à la maladie qui ont été annoncées et qui auront effectivement un impact le jour où elles seront retranscrites en droit belge. Voilà, nous vous tiendrons évidemment informés de toute évolution législative future et n'hésitez vraiment pas à vous tourner vers nous pour toute question éventuelle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Diane d'avoir partagé tout ceci avec nous aujourd'hui. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour 2026 mais qui ne sont pas encore à l'ordre du jour ou en tout cas où il n'y a pas eu encore quelque chose d'officiel. On aura certainement le plaisir de pouvoir refaire ensemble un webinaire prochainement pour pouvoir mettre à jour toutes ces nouvelles actualités. Voilà, un grand merci à tous et à très bientôt.